On vient de donner à la capsule précédente une définition de limite pour une fonction et on a utilisé une définition qui faisait intervenir le défi epsilon delta. Quand on a vu le concept de suite convergente, il y avait aussi une définition donnée en termes de défi. C'est un défi epsilon n majuscule. Dans cette capsule ici, on va voir les liens qui existent entre ces deux notions de limite-là. Alors, le théorème qui fait le lien entre la définition de limite d'une suite et limite d'une fonction, c'est le théorème 4.8. On a deux espaces métriques, une fonction qui va d'un domaine dans A vers B, et puis A minuscule, un point d'accumulation du domaine de F. Alors, la limite quand x tend vers A de f de x égale à L, c'est-à-dire la définition qu'on a posée à la capsule précédente, est vraie si et seulement si, à chaque fois, pour toute suite xn d'éléments du domaine de f, qui sont tous différents de A, et qui convergent vers A, la suite f de xn converge vers L dans B. Okay? Donc, cette définition ici est satisfaite si et seulement si cette propriété ici est satisfaite. Donc, ça, c'est un énoncé qui veut dire quelque chose en termes d'epsilon delta. Et puis ça, c'est un énoncé qu'on peut traduire en termes d'epsilon n majuscule. Donc, c'est un si et seulement si. Je vais aller avec vous, je vais aller à travers la démonstration de cette direction ici avec vous. Dans l'autre direction, je l'ai donnée, mais je vous laisserai la parcourir par vous-même. Et si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Donc, on va prendre ceci pour acquis. Et puis, on va prendre une suite quelconque d'éléments de DF, tous distincts de A et qui convergent vers A. On veut montrer que la suite f de xn, donc je mets les points xn dans la fonction f, ça me donne une suite dans B. Je vais montrer que cette suite-là converge vers L en sachant qu'on a ceci. Donc, soit epsilon plus grand que 0 quelconque, puisqu'on a ceci, on peut dire que pour ce epsilon-là, il existe un delta positif, tel que quand j'ai un point X qui appartient à la boule de rayon delta centrée sur A est pointée, et dans DF, la distance entre f de x et L est plus petite qu'epsilon. Fait que ça, là, pour le epsilon donné, qui existe un delta, c'est une conséquence de cette définition ici qu'on a donnée à la capsule précédente. Maintenant, moi, j'affirme que on sait que la suite xn converge vers A. Donc, en particulier, pour le delta que j'ai ici, là, donc j'ai commencé avec un epsilon. Avec ce epsilon-là, j'ai trouvé un delta. Ce delta-là, il est positif. Donc, pour ce delta, il existe une position dans la suite xn à partir de laquelle la distance entre xn et A est plus petite que delta. Je peux rendre ceci aussi petit que je veux. Il suffit d'aller suffisamment loin dans la suite. Donc, en particulier, je peux rendre ça plus petit que delta. Et puis ici, je mets plus grand que 0. Pourquoi? Parce que les xn ici, ils sont tous distincts de A. Donc, ceci, ça ne sera jamais égal à 0. Non, xn converge vers A et xn différent de A. Alors, pour ce epsilon plus grand que 0 là, je vais prendre le n majuscule que j'ai ici, et puis quand n sera plus grand que n majuscule, j'ai cette propriété ici qui est satisfaite. Alors, j'écris ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que xn est à une distance de A inférieure à delta, puis différent de A. Donc, le xn, il appartient à cette boule épointée ici.
Et puis, par hypothèse, les xn sont aussi des éléments de df. Donc, appartiennent aussi à df. Donc, les xn satisfont cette condition ici. Mais si les xn satisfont cette condition ici, ça veut dire que cette condition ici est satisfaite pour x remplacé par xn. Donc, c'est ça que j'ai ici. Alors, pour epsilon plus grand que 0 quelconque, j'ai trouvé un n entier positif tel que n plus grand que n majuscule implique que la distance entre f de xn et L est plus petit qu'epsilon. Donc, ça veut dire que la suite f de xn converge vers L. Donc, on a démontré cette direction ici. L'autre direction, comme j'ai dit, je vous laisse la lecture. On y va par contradiction et je vous laisse le soin de la lire et d'essayer de la comprendre. Une remarque, comment est-ce qu'on utilise ce théorème-là en principe? De plusieurs différentes manières, mais une manière utile, c'est de se servir de ce théorème afin de démontrer qu'une limite donnée n'existe pas, comme à l'exemple suivant. Donc, j'ai la fonction f qui va de 0 dans 0,1, l'intervalle 0,1 dans les réels, définie par f de x égale sinus de 1 sur x. Montrer que f de x, la limite quand x tend vers 0 de f de x n'existe pas. Alors, 0, ce n'est pas un point du domaine de f, mais c'est un point d'accumulation du domaine de f. Hein, donc, on a la chose suivante. Donc, il est clair que 0 est un point d'accumulation. Du domaine de f, de df, ici qui est l'intervalle ouvert 0,1. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va construire deux suites d'éléments de 0,1 qui toutes deux convergent vers 0, mais quand je les mets, ces suites-là, dans f, j'ai des suites qui convergent vers des limites différentes. Donc, on va construire deux suites que je vais appeler xn et yn d'éléments de df, tous différents de 0, qui convergent vers 0, mais quand je mets les xn dans la fonction f, puis je regarde la suite qui en résulte, et puis que je mets les yn dans la fonction f, puis je regarde la suite qui en résulte, on va avoir des suites qui convergent vers des valeurs différentes, vers des limites différentes. Donc, on pourra ensuite utiliser ce théorème ici pour en conclure qu'on ne peut pas avoir que la limite existe. Parce que si la limite existait, il faudrait que toutes les suites ici me donnent des suites f de xn qui convergent vers le même L. OK, alors, donc je vais les construire, ces suites-là. Je vais définir xn comme étant la suite 1 sur 2 pi n. Puis la suite yn, je vais la définir comme étant 1 sur 2n plus 1 demi pi. Bon, il en suit, si vous regardez, donc ici, clairement, ici, n, c'est un entier naturel. Si vous évaluez ces nombres-là pour tout n, vous pouvez voir que ce sont des nombres dans l'intervalle 0,1, ouvert. Et puis, que cette suite ici converge vers 0 à cause du n au dénominateur, et la même chose ici. Donc, ça, c'est toutes des choses que vous pouvez facilement montrer. Donc, on montre facilement. Donc il en suit que xn appartient à 0,1 et yn appartient à 0,1 pour tout n entier. Et la suite xn
converge vers 0 quand n tend vers l'infini, et la suite yn converge aussi vers 0. Donc, je laisse ça en exercice, c'est un petit argument facile. Mais quand je mets les xn dans la fonction f égale sinus de 1 sur x, j'ai 1 sur 2 pi n. Donc, ça me donne sinus de 2 pi n. Donc, ça, c'est la suite constante 0, 0, 0, ainsi de suite, parce que sinus 2 pi n, c'est toujours 0. Donc, ça, c'est une suite constante, elle converge vers son élément constant 0. Et puis, si je fais la même chose avec yn, j'ai sinus de 2n plus 1 demi pi. OK? Alors ça me donne la suite constante. Donc, j'ai sinus de pi sur 2, sinus de pi sur 2 plus 2pi, sinus de pi sur 2 plus 4pi, ainsi de suite. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Alors ça converge vers 1. Alors, par le théorème, 4.8, on en conclut que la limite, quand x tend vers 0, de sinus 1 sur x n'existe pas. OK? Parce qu'on a construit deux suites différentes d'éléments du domaine qui toutes deux convergent vers 0 et pourtant la suite f de xn converge vers 0 puis la suite f de yn converge vers 1. OK? Donc, pour que la limite existe, il faudrait que j'ai eu le même nombre ici. Alors, je vous demande, pour ceux qui ont acheté le manuel, ça peut aider votre compréhension de faire les lectures suivantes dans le manuel. Et puis ça termine cette capsule ici.